Nous avons vu quels sont les syllogismes valides, mais aussi qu'un syllogisme peut être valide alors même que ses prémices et sa conclusion sont fausses, voire même nous avions vu comment une conclusion pouvait être vraie alors que les prémices sont fausses. Donc, tout syllogisme n'est pas une démonstration, n'apporte pas réellement une connaissance. Mais donc, nous allons maintenant classer les trois grands types de syllogismes qui ont été déterminés par Aristote pour voir à quelle discipline ceux-ci peuvent conduire et en particulier pour déboucher ensuite sur le statut de la discipline scientifique de la connaissance. Je rappelle une nouvelle fois la définition du syllogisme. Le syllogisme est un discours dans lequel certaines choses étant posées, quelque chose d'autre que ces données en découle nécessairement par le seul fait de ces données, ce qui est vrai du syllogisme valide, celui dont la conclusion découle nécessairement des prémices que celle-ci soit vraie ou fausse. Donc, le syllogisme le plus simple est le syllogisme donc qui est constitué de deux prémices et d'une conclusion. Cependant, quel est le statut épistémologique, c'est-à-dire le statut au niveau de la connaissance des différents types de prémices que nous pouvons utiliser dans un syllogisme? Soit, premier cas, non seulement les prémices sont vraies, mais nous savons qu'elles sont vraies, c'est-à-dire que nous en connaissons la vérité, nous verrons comment. Soit nous utilisons des prémices dont nous estimons qu'elles sont vraies, je dirais que vraisemblablement, elles sont vraies, sans pouvoir être entièrement convaincus de leur vérité. Donc ce sont ces prémices que nous appellerons des prémices admissibles. Alors ces prémices, au niveau simplement objectif, peuvent être soit vraies, soit fausses. Mais l'essentiel est que nous ne pouvons pas avec certitude savoir si elles sont vraies ou fausses, mais néanmoins, dans les situations courantes, nous sommes obligés de les admettre car dans les discussions que nous avons, dans les discours que nous formons pour chercher à convaincre autrui dans la vie quotidienne, nous ne pouvons pas nous appuyer toujours en permanence sur des prémices dont nous connaissons la vérité de façon définitive. Et donc nous devons admettre des prémices qui sont tout simplement admissibles. Et donc, partant de cette différenciation épistémologique entre les deux types de prémices, nous pouvons, avec Aristote, distinguer trois types de disciplines. L'ensemble des disciplines qui correspondent aux prémices qui sont non seulement vraies, mais connues comme vraies par l'intellect, par l'âme, ce sont les disciplines scientifiques, ce sont les disciplines qui utilisent des démonstrations. Mais lorsque nous utilisons et lorsque nous admettons au départ des prémices qui nous semblent vraies, mais dont nous ne pouvons pas connaître la vérité de façon entièrement convaincante, alors apparaissent deux disciplines. La dialectique, qui est la discipline qui nous apprend, comme son nom l'indique, à dialoguer, à discuter. Donc, lorsque c'est cette discipline que nous pourrons mettre en œuvre pour discuter des thèses et des arguments, donc dans des dialogues, c'est-à-dire lorsque nous sommes face à face entre deux individus, deux interlocuteurs, et la rhétorique, qui est cette discipline où nous allons utiliser des syllogismes, mais des formes très simplifiées de syllogismes, non pas dans une situation de face à face, mais dans une situation où un individu s'adresse à un groupe et s'adresse à lui pour le persuader, c'est-à-dire dans toutes ces situations où le dialogue interindividuel est impossible ou en tout cas ne se réalise pas. Donc, ces deux disciplines, donc, qui seront
pour la première, la dialectique, et pour la deuxième, lorsqu'il s'agit de persuader un groupe, la rhétorique. Donc, nous allons maintenant détailler un peu plus les deux différents types de prémices, selon cette distinction épistémologique, les prémices vraies et connues comme vraies, c'est-à-dire les prémices de la démonstration, et les prémices dialectiques et rhétoriques, donc les prémices qui sont de l'ordre de l'admissible. Les prémices de la démonstration, tout d'abord. Donc, comme le dit Aristote dans les Topiques, celles-ci sont vraies et premières. Donc, les prémices sont vraies et premières. Ce sont les affirmations qui emportent la conviction, non pour une raison extérieure à elles, mais par elles-mêmes. Nous voyons que la définition qu'en donne ici Aristote est une définition axée sur l'état de l'âme face à ces prémices. Nous pourrions dire, même si c'est un peu anachronique car la notion de sujet n'apparaît que dans la philosophie moderne, mais nous pourrions dire que c'est une définition subjective. On va reconnaître les prémices de la démonstration à un état particulier de l'âme qui est l'état de conviction, mais d'une conviction telle qu'elle ne peut pas être remise en cause. C'est en particulier donc ce qui va différencier les prémices de la démonstration, c'est-à-dire les prémices des sciences, des prémices rhétoriques ou dialectiques. Face aux prémices des sciences, certes après une certaine phase d'apprentissage, mais face aux prémices des sciences, lorsque l'âme possède la science, eh bien, cette âme va être convaincue de leur vérité en les considérant en elle-même. Alors que lorsque nous sommes face aux prémices dialectiques ou rhétoriques, nous pouvons être convaincus de leur vérité, mais nous le sommes à partir et avec le soutien d'autre chose. Par exemple, dans une situation rhétorique, nous allons être convaincus par les prémices avancées par l'orateur, non pas simplement parce qu'elles nous sont capables de nous convaincre entièrement en elles-mêmes, mais par exemple parce qu'elles sont énoncées par un orateur qui inspire confiance, un orateur qui nous apparaît comme une autorité en la matière. Ou aussi, nous pouvons, dans le cadre soit rhétorique, soit dialectique, être convaincus par des prémices, non pas parce que nous les avons non pas en les considérant uniquement en elles-mêmes, mais nous en sommes convaincus parce qu'elles sont soutenues par d'autres, en particulier par tous ou par la majorité des membres du groupe, ou par les membres du groupe qui apparaissent comme possédant une forme d'autorité scientifique. Et donc, c'est bien la différence de conviction qui permet de distinguer les prémices scientifiques des prémices simplement admissibles, c'est-à-dire des prémices dialectiques et rhétoriques. Les prémices scientifiques sont capables de convaincre l'âme rationnelle par elle-même et sont capables de convaincre entièrement l'âme rationnelle par elle-même. Alors que les prémices dialectiques et rhétoriques ont besoin, pour entraîner la conviction, d'un appui extérieur et non pas simplement par leur propre force de conviction. Aristote continue. Devant les premiers principes des connaissances, en effet, il n'est plus légitime de se poser encore la question de leur pourquoi. Donc il s'agit ici toujours des prémices de la connaissance, c'est-à-dire les prémices de la démonstration de la science.
Eh bien, un certain nombre de ces prémices, ce sont les principes, les premiers principes. Et les premiers principes, ce sont ces évidences que l'on ne peut absolument pas remettre en question et qui d'ailleurs, comme nous l'avions vu pour le principe de non-contradiction ou le principe de tiers exclus, ne peuvent pas faire l'objet d'une démonstration. Chacun d'eux, pris en lui-même, doit être totalement convaincant. Eh bien, si nous prenons effectivement le principe de non-contradiction, eh bien, ce principe de non-contradiction, pris en lui-même, est entièrement convaincant. Aristote, comme nous l'avions vu, estime que ceux qui cherchent à nier le principe de non-contradiction parlent pour ne rien dire. En gros, de son propre point de vue, il parle mais en n'étant pas réellement convaincu de ce qu'ils disent. Et donc, ce principe a par lui-même une force de conviction. Cependant, donc ici nous avons une, une catégorie particulière de prémices des syllogismes démonstratifs, donc des syllogismes scientifiques, donc ce sont les principes. Mais nous verrons qu'il y a aussi une autre catégorie, c'est-à-dire la catégorie des vérités, dont la nécessité est connue par déduction ou par démonstration à partir de ces principes. Mais restons tout d'abord un petit peu sur les principes. Nous pouvons dès à présent signaler qu'ils sont de deux sortes. Vous avez d'abord les principes qui sont communs à toutes les sciences et à côté d'eux, les principes qui, au contraire, vont être propres à chaque science. Eh bien, les principes communs à toutes les sciences, c'est ce qu'Aristote appelle les axiomes. Donc, ce sont ces principes qui sont tels que sans eux, nous ne pourrions arriver à aucune démonstration, à aucune science. Donc, je signale ici que science est pris dans un sens très général, que Aristote, ou même on pourrait dire la philosophie ancienne en général, ne va pas distinguer la science des autres formes de connaissance au sens où nous distinguons la science issue de la méthode expérimentale ou l'ensemble des disciplines scientifiques issues des méthodes expérimentales qui sont nées à la Renaissance, des autres disciplines. Bien évidemment, dans l'Antiquité, cette distinction n'avait pas lieu, donc nous pouvons employer science ici dans un sens très général, dans un sens où celle-ci, de fait, est équivalente à connaissance. Donc, nous avons d'abord les principes communs à toutes les sciences, ceux qui permettent ensuite d'acquérir les sciences, de rendre les démonstrations possibles. Donc nous en avons déjà abondamment parlé. Donc principe de non-contradiction, principe de tiers exclus, et donc par exemple, et donc ces principes, Aristote les appelle des axiomes. Ensuite, nous avons au-delà d'eux des principes propres à chaque science qui vont permettre de fonder chaque discipline scientifique particulière et qui doivent donc être admis au départ sans démonstration, mais qui s'imposent de par l'évidence de leur vérité, donc dont la vérité s'impose avec évidence de telle sorte qu'elle ne peut pas être remise en cause par l'âme. Et donc, ces principes vont être de deux sortes. Nous aurons tout d'abord les hypothèses et ensuite les définitions. Venons-en maintenant à une approche plus précise. Donc, les axiomes, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une thèse que l'on doit admettre comme vraie pour rendre toute connaissance possible. Donc, je ne reviens pas dessus parce que nous en avons abondamment parlé. Ensuite, les hypothèses. Donc, l'hypothèse est une thèse que l'on doit admettre comme vraie pour rendre une science particulière possible. Nous allons voir un exemple tout de suite. Alors que les définitions, eh bien, la définition est une thèse
définitionnelles que l'on doit admettre comme vraies pour rendre une science particulière possible. Bon, cette définition, la définition que j'ai forgée à partir du chapitre 2 du livre 1 des seconds analytiques d'Aristote, bon, est un petit peu contournée. En fait, ce qui différencie la définition de l'hypothèse est tout simplement que la définition est une thèse, donc une thèse que l'on va admettre comme vraie, comme principe au départ d'une science, mais une thèse qui permet de répondre à la question qu'est-ce que c'est. Alors, il faut faire bien attention. Les hypothèses, ou ce terme d'hypothèse peut être très trompeur pour nous, parce que pour nous, une hypothèse, une connaissance hypothétique, pour nous, enfin, disons, oui, une opinion hypothétique, pour nous, représente quelque chose dont la vérité n'est pas assurée, ce qui peut être soit vrai ou faux, nous dirons donc c'est hypothétique. Mais dans le vocabulaire d'Aristote, ce n'est pas du tout le cas. L'hypothèse, c'est bien une thèse que l'on admet comme vraie au départ de la science, mais pour Aristote, étant donné son optimisme épistémologique, pour Aristote, cette thèse est réellement vraie et nécessairement vraie. Donc l'hypothèse, c'est ce qui fonde le savoir et donc c'est quelque chose qui est admis sans démonstration, mais dont la vérité s'impose nécessairement à l'âme. Et donc, de ce fait, l'hypothèse est absolument fondamentale et vraie. Et donc, on pourrait plus comprendre hypothèse au sens de vérité fondatrice, donc hypo qui se tient dessous, plutôt que hypothétique au sens où nous l'entendons. Donc, pour éclaircir un petit peu tout cela, quelques petits exemples. Bon, des exemples d'axiomes, donc les thèses communes à toutes les sciences, eh bien là, il n'y a pas de problème. Nous en avons déjà étudié, principe de non-contradiction, principe du tiers exclu. Un exemple d'hypothèse, c'est-à-dire de thèse qui est admise sans démonstration et connue comme vraie au départ d'une science, eh bien ici, on pourrait trouver l'hypothèse suivante, qui ensuite a été formulée par Euclide dans ses éléments. Deux quantités égales à une troisième sont égales entre elles. Ici, on peut dire que nous avons une hypothèse dans le vocabulaire aristotélicien, alors que nous appellerions plutôt cela un axiome, une hypothèse qui fonde l'étude des quantités, c'est-à-dire qui fonde les mathématiques. Et effectivement, donc nous avons une forme d'évidence première qui, pour Aristote, est une vérité première qui ensuite permettra d'aider à la déduction d'une grande série d'autres vérités. Et ici ensuite, j'ai donné un exemple de définition, par exemple, donc la définition du triangle. Un triangle est une figure plane à trois côtés droits. Donc là aussi, on peut dire que la définition est une thèse, il s'agit bien d'une affirmation qui énonce une vérité qui est admise sans démonstration, mais là aussi, donc, qui s'impose par elle-même. Alors, je donne ici l'exemple de principe, donc les prémices des syllogismes démonstratifs, donc les prémices de la science, comme nous l'avons vu, ce sont soit les principes, soit ces vérités premières admises sans démonstration, mais aussi nous pouvons prendre comme prémisse une démonstration, donc prémisse d'un raisonnement scientifique,
une vérité qui elle-même a été démontrée à partir des principes. Voici un petit exemple de syllogisme démonstratif possible. Première prémisse, la somme des angles de tout triangle est égale à deux angles droits, c'est-à-dire à 180 degrés. Deuxième prémisse, le triangle rectangle est un triangle. Conclusion, la somme des angles du triangle rectangle est égale à deux angles droits. Lorsque nous observons ces prémisses, nous pouvons déjà voir que la deuxième prémisse est une conséquence immédiate de la définition du triangle, et donc celle-ci ne requiert pas d'explicitation supplémentaire. Par contre, je vais maintenant vous montrer comment, dans l'Antiquité, on pouvait démontrer la vérité de la première prémisse, car la somme des angles, le fait que la somme des angles de tout triangle soit égale à deux angles droits ne fait pas partie des principes fondamentaux de la géométrie, puisque ici nous sommes en train d'étudier des figures, donc nous sommes dans la discipline particulière des mathématiques qui est la géométrie. Eh bien, ceci ne correspond pas donc à l'un des principes de la géométrie. Donc dans le vocabulaire aristotélicien, ça ne correspond pas à une hypothèse admise au départ, mais bien au contraire à une proposition qui doit être démontrée à partir des principes, donc à partir des hypothèses et des définitions. C'est ce que nous appellerions plus particulièrement un théorème. Et donc comment pourrions-nous démontrer cette proposition? La première prémisse, le fait que la somme des angles de tout triangle est égale à deux angles droits, c'est-à-dire dans notre vocabulaire mathématique à 180 degrés. Eh bien, les anciens Grecs n'utilisaient pas notre approche de la trigonométrie pour résoudre ce problème, mais pour eux, les démonstrations géométriques devaient se faire uniquement en traçant des figures à partir de la règle et du compas. Bon, il s'avère que pour cette proposition, la démonstration est tout à fait simple. Donc, soit un triangle ABC, si on trace une parallèle à l'un de ses côtés qui passe par le sommet opposé, donc par exemple ici une parallèle ABC qui passe par A, donc la parallèle, la droite X, Y, je sais par un théorème qui peut lui-même être démontré, qui en principe a déjà été démontré dans la science, que lorsqu'on coupe lorsqu'une droite coupe deux droites parallèles, les angles alternes et internes sont égaux, ce qui donne dans notre cas eh bien que l'angle formé par les angles formés par ABC et BAY sont égaux et que les angles formés par ACB et CAX sont égaux. Et donc, la somme nous voyons que la somme des angles du triangle, c'est-à-dire les angles ABC, BCB et BAC, eh bien, nous voyons que cette somme est égale à deux angles droits, c'est-à-dire à l'angle plat, puisque c'est équivalent à la somme des angles suivants, donc BAY, BAC et CAX. Et donc, c'était la façon de démontrer en géométrie dans l'Antiquité. On ne va pas transformer les choses
en équation, hein, comme nous le faisons, et ceci essentiellement à partir de Descartes, dans la géométrie analytique, mais tout résoudre à partir de figures, et donc à partir d'une forme d'évidence immédiate, mais étant entendu que la figure par elle-même ne démontre pas, ce qui démontre, c'est notre compréhension rationnelle de la figure. Car nous comprenons bien de façon rationnelle que ce que nous venons de dire n'est pas vrai uniquement pour ce triangle ABC précis qui apparaît sur votre écran, mais il est vrai de tout triangle possible. Donc nous voyons que l'idéal de la science développé par Aristote, cet idéal où l'on admet un certain nombre de propositions, de définitions au départ, donc d'hypothèses et de définitions au départ, et que ensuite on démontre à partir d'elles des propositions nouvelles. Donc cet idéal de la science, c'est de fait un idéal qui se calque sur les réalisations des mathématiques et en particulier de la géométrie. En effet, du temps d'Aristote, on était en train d'élaborer les raisonnements, les différentes démonstrations qui ensuite conduiront Euclide à publier ces éléments vers 300 avant Jésus-Christ. Donc, Aristote et Euclide ne sont pas exactement contemporains, mais on peut considérer que ce que nous retrouvons ensuite chez Euclide, c'est ce qui était en train de s'élaborer à l'époque d'Aristote, et d'ailleurs souvent on a recours à des propositions, des démonstrations d'Euclide pour comprendre les allusions aristotéliciennes, car des éléments étaient en train de s'écrire à son époque. Bien, donc nous pouvons comprendre maintenant quels sont les types de prémices admis par la science, donc les prémices de la démonstration, et en quel sens ces prémices non seulement sont vraies, mais sont connues comme vraies. Elles sont connues comme vraies soit de façon immédiate par l'intellect, par la raison dans le cas des principes, c'est-à-dire des hypothèses et des définitions, ou alors elles sont connues comme vraies de façon médiate à partir d'une démonstration remontant jusqu'au principe. Mais que se passe-t-il maintenant dans le cas de la dialectique et de la rhétorique, où les prémices ne sont pas immédiatement connues comme vraies, mais sont simplement admissibles? Alors, que signifie tout d'abord ce terme d'admissible? Donc le grec dit endoxon, ou endoxon au singulier, ou endoxa au pluriel. Alors de ce terme, il y a un certain nombre de traductions françaises possibles. Vous me direz si vous en trouvez d'autres. Donc admissible, opinion admise. Opinion admise, c'est la traduction qui est utilisée par Jacques Brunswick dans les passages des topics qui sont disponibles sur Moodle. Ou alors plausible, ou valable, ou vraisemblable. Alors que choisir entre ces différentes traductions? Il faut d'abord reconnaître qu'au niveau étymologique, endoxon vient donc de doxa, l'opinion. Au sens étymologique, endoxon, c'est l'opinion qui est dedans, c'est-à-dire qui est dans l'âme, on pourrait dire c'est l'opinion qui est intériorisée, et donc l'opinion admise. Donc la traduction qui correspond le plus à l'étymologie est celle d'opinion admise. Alors, quelles sont-elles? Sont des idées admises les opinions partagées par tous les hommes, ou par presque tous, ou par ceux qui représentent l'opinion éclairée, ou pour ces derniers par tous, ou par presque tous, ou par les plus connus et les mieux admis comme autorités. Donc, si je résume,
les opinions admises, les endoxa, sont celles qui sont partagées soit par les hommes du commun, soit par les savants. Ensuite, parmi les hommes du commun, ce sont celles qui sont partagées soit par tous, soit par presque tous, alors que parmi les savants, ce sont celles qui sont partagées soit par tous, soit par presque tous, soit par les plus connus, soit par ceux qui ont le plus d'autorité. Autrement dit, cela signifie que l'opinion d'un non-spécialiste minoritaire ne peut pas être considérée comme une prémisse dialectique ou rhétorique valable. Pour Aristote, il y a des opinions dont il ne faut même pas discuter. Par exemple, l'opinion qui voudrait qu'il ne faut pas respecter ses parents. Aristote dit dans la dialectique que ceux qui cherchent à discuter de cette opinion, il ne faut même pas amorcer la discussion avec eux. Pourquoi ? Parce que ça ne fait pas partie des endoxa, c'est-à-dire que tout le monde l'admet, ou parmi les hommes du commun, on peut dire que tout le monde, ou presque tout le monde l'admet, et il n'y a aucun savant, en tout cas parmi ceux qui sont les plus connus ou ceux qui ont le plus d'autorité, qui soutient qu'il ne faut pas respecter ses savants, ses parents. Mais nous pouvons ajouter que même chez les spécialistes, une opinion minoritaire d'un spécialiste qui ne fait pas autorité ou qui n'est pas connu n'est pas considérée comme admissible. Ce qui signifie que, du point de vue d'Aristote, elle ne pourra pas faire l'objet d'une discussion dialectique ni d'une tentative de persuasion en public. Donc nous voyons que l'endoxa, les endoxa ne recoupent pas la totalité des opinions admises par n'importe qui, c'est-à-dire même par les excentriques ou les marginaux, mais que les endoxa sont définis par le cercle des opinions admissibles dans le cadre commun, le cercle des opinions admissibles dans une communauté, c'est-à-dire l'ensemble des opinions qui pourront soit faire l'objet de discussions, soit faire l'objet de discours publics. Par exemple, Aristote, me semble-t-il, s'il revenait parmi nous, exclurait des endoxa actuellement, dans l'état actuel de la connaissance, qui sur ce point d'ailleurs est l'état de la connaissance antique, en tout cas pour les savants. Donc je pense qu'il exclurait des endoxa les thèses des platistes qui soutiennent que la Terre est plate. En effet, nous voyons que ça ne fait pas partie actuellement des endoxa, puisque c'est une thèse qui est soutenue par tous les savants, et d'autre part, qui est soutenue par tous, ou presque, on va dire par presque tous, mais vraiment pratiquement tous les hommes du commun. Et donc nous pouvons remarquer que la nouveauté d'Internet est ce dispositif crée des espaces communs de discussion pour des opinions minoritaires qui en auraient été exclues autrement si elles étaient diluées dans la communauté physique, la communauté empirique, des êtres humains qui peuvent discuter soit face à face, soit se retrouver physiquement dans un groupe pour écouter un discours. Donc voilà pour la définition des opinions admises, des endoxa. Alors ces endoxa doivent obéir aux critères qui viennent d'être définis. Mais alors, qu'est-ce qui distingue les prémices qui sont adoptées dans le cadre de la dialectique, donc
comme nous le verrons dans le cadre d'une discussion dialectique, et celles qui vont pouvoir être adoptées dans le cadre de la rhétorique. Nous verrons cela plus en détail. Pour l'instant, contentons-nous de dire que les différencier par leurs objectifs. Nous pouvons dire donc que les prémices des syllogismes, lorsqu'elles sont connues comme vraies, sont les prémices de la science, et l'objectif de la science est, à partir d'elles, de connaître de nouvelles vérités. Lorsque les prémices sont admissibles, eh bien, elles vont déterminer deux disciplines, soit la dialectique, soit la rhétorique. Lorsqu'il s'agit de la dialectique, eh bien, nous aurons une discipline dont l'objectif consiste à s'entraîner à raisonner et à discuter, alors que lorsqu'il s'agit de la rhétorique, il s'agit d'une discipline qui se donne pour objectif de persuader un groupe par un discours.